Merci beaucoup pour cette introduction. Il y a un an, j'étais à peu près jour pour jour au même endroit avec vous, et c'était le lendemain de l'approbation du volet 1 du rapport du GIEC, le volet 1 qui porte sur les bases physiques du changement climatique, dont je suis l'un des auteurs principaux avec 240 collègues. Et j'ai eu un petit moment d'émotion parce que c'était la première fois qu'on présentait ce rapport, que je présentais ce rapport et que je m'exprimais sur ce rapport-là. Une émotion qui m'avait un petit peu paralysé pendant quelques minutes. J'étais resté sans voix avec la gorge vraiment nouée. Aujourd'hui, je vais essayer de réfréner mon émotion qui se rapproche aujourd'hui plutôt de la colère. La colère parce qu'un an après, on voit qu'on est toujours sur les mêmes trajectoires, on voit qu'on est toujours dans le déni de gravité, on voit qu'on est toujours dans le déni d'urgence. Et donc, je vais essayer de la réfréner, mais peut-être qu'elle va se ressentir un petit peu dans certains slides, dans certaines diapos. Donc j'ai intitulé cette première présentation, donc qui va être introductive en fait pour toutes les présentations, toutes les interventions qui vont suivre, parce qu'en fait, cette présentation, elle pose le cadre, ce que j'appelle le cadre géophysique non négociable, c'est-à-dire les limites planétaires dans lesquelles nous, société humaine, devons nous insérer. Ces limites planétaires qui sont les limites dictées par les lois de la physique, qui sont intangibles et qui sont donc non négociables. Un voyage sans retour et un territoire inconnu. Pourquoi ? Parce que... ah oui. J'ai failli sauter celle-là. Parce que le rappel à la réalité, en fait, ce n'est pas un rappel, c'est la réalité. Vous regardez dans le ciel aujourd'hui, vous voyez quoi ? Une espèce de brume. En fait, ce sont les fumées. Les fumées qu'il y a partout en France. Là, elles viennent un petit peu de l'Aveyron. Elles viennent un petit peu aussi du sud, du Roussillon, parce qu'on a un flux d'est qui amène les fumées vers cette zone ici. Cette nuit, 6000 hectares brûlés en une nuit en Gironde, maintenant dans le département des Landes. Donc autant en une nuit qu'en 10 jours, il y a à peu près 15 jours maintenant. Donc ce n'est pas un rappel à la réalité, c'est la réalité. Et c'est une claque. C'est une claque qu'on est en train de vivre. Alors la claque, vous l'interprétez comme vous voulez. C'est une claque parce qu'on ne fait rien. Une claque parce que réveillez-vous. Une claque parce que voilà, il faut absolument agir. Alors, le cadre général de cette présentation, c'est que le changement climatique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une rupture. Nous sommes dans une rupture par rapport à la variabilité climatique passée. Et nous entrons dans l'inédit pour l'espèce humaine. Et c'est ce que nous montrent donc les 3 volets du rapport du GIEC, qui sont représentés ici par leur couverture. Et ce que ces rapports du GIEC nous disent également, c'est que le déni de gravité du changement climatique et les risques qui sont croissants et qui sont menaçants pour les sociétés humaines, mais aussi pour les écosystèmes, bien évidemment, et pour la biodiversité, ce déni de gravité n'est plus une option aujourd'hui. Et le déni de l'urgence à agir, maintenant, à toutes les échelles et dans tous les secteurs, n'est plus non plus une option. Nous sommes face à un défi pour l'humanité que nous devons relever, et on n'a pas le choix. Parce que tout ça s'insère dans les lois de la physique non négociable. Donc, ça, voilà. Alors aujourd'hui, l'influence humaine sur le climat est partout et sans équivoque. Alors sans équivoque, non, c'est pas ça. Il faut que je m'habitue à ça. Voilà. Alors, le langage GIEC est un langage très calibré. Souvent, dans les conclusions, vous avez ce qu'on appelle un niveau de confiance dans la conclusion élevée, confiance dans la conclusion basse, ou une probabilité, très probablement, virtuellement certain, etc. Ces termes-là sont très calibrés, très probablement, ça veut dire plus de 95% de chance. Virtuellement certain, plus de 99% de chance. Et également sans équivoque. Sans équivoque, ça veut dire que c'est un fait scientifique. C'est un fait établi sur lequel on ne peut plus revenir, comme la Terre est ronde, c'est sans équivoque. Aujourd'hui, l'influence humaine sur le climat est sans équivoque.
Et ce mot sans équivoque a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des représentants des États, 195 États de l'ONU, et vous imaginez que parmi ces représentants des États, il y a des États qui ont certains intérêts à minimiser l'influence humaine. Donc l'influence humaine est sans équivoque, c'est un fait établi. Et les changements aujourd'hui sont généralisés, ils sont rapides, ils affectent toutes les régions du monde, et tous les compartiments du système climatique, et évidemment ils s'intensifient. Alors juste sur ce petit losange-là, hein, vous avez les différents compartiments du système climatique, l'air, l'océan, les glaces et les continents. Les flèches ici rouges représentent les indicateurs pour lesquels l'homme est le facteur principal de changement. Hein. Donc si on prend l'air, la température de surface, l'homme est le facteur principal du changement. On verra même qu'il est intégralement responsable du changement climatique observé. Si on prend l'océan, on voit que l'influence humaine est le facteur principal de l'acidification de l'océan, de la montée du niveau de la mer, du contenu de chaleur dans l'océan qui s'intensifie. Et si l'on regarde d'ailleurs l'océan, hein, l'océan masque un petit peu notre influence sur le climat, dans le sens où l'océan va intégrer, va accumuler, va stocker l'excès d'énergie que l'on met dans le système climatique. C'est ce qui conduit à une hausse du niveau de la mer qui continue et qui s'accélère, et un contenu de chaleur dans l'océan qui est également plus important. Alors, évidemment, les changements climatiques, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce graphique, vous avez les émissions de gaz à effet de serre en milliards de tonnes de CO2. On émet des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Donc ici, on est en 2020. 2020, on émettait 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et ça commence ici en 1850. 1850, c'est notre référence, c'est le début de l'ère industrielle. Hein, c'est l'époque pré-industrielle, comme on l'appelle, de 1850 jusqu'à 1900. Et on voit ici différentes couleurs qui correspondent aux différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre, avec le charbon qui représente aujourd'hui à peu près 40%, le pétrole un tiers à peu près, le gaz naturel un cinquième, et puis d'autres. Et ici, en espèce de vert, l'usage des sols qui comprennent donc l'artificialisation des sols, enfin tous les changements d'affectation des terres, et principalement la déforestation et l'artificialisation des sols. Alors pour vous montrer ce que sont ces émissions de CO2, je vais vous montrer ici une animation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est une animation journalière, les jours vont défiler ici, donc là ici c'est pour l'année 2006, mais c'est la même chose à peu près pour chaque année. Hein. La couleur représente la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Vous imaginez un satellite hein, qui mesure, qui regarde la Terre et qui mesure en fait la concentration sur l'ensemble de la colonne atmosphérique du CO2 dans l'atmosphère. Les couleurs représentent la concentration, donc plus on est vers le bleu foncé noir, on est faible concentration, et vers le magenta violet, on est dans des fortes concentrations. L'Afrique est ici, la France est derrière, ici, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, etc. Donc je vais lancer l'animation. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu, les jours défilent. Voilà. On peut rester des heures devant cette animation, on peut trouver plein de choses. La première chose qu'on voit, c'est des sources d'émissions. Vous voyez ici l'Amérique du Nord, avec des pulses d'émissions de CO2 hein, qui sont générées. Notre ici, au niveau de l'Europe, et l'Asie, ici, du Sud-Est. Donc 3 postes d'émissions principaux. On voit qu'au fil des jours, également, ça devient de plus en plus rouge, hein, surtout dans l'hémisphère nord. Et puis on voit que quand on suit, par exemple, un pulse d'émission, on en prend un, voilà celui-là, etc., il est par là, on voit que le CO2 n'a pas de frontières. Le climat se fiche de savoir si le CO2 était mis en Chine ou s'il était mis sur l'Europe. En 3 semaines, il a fait le tour de l'hémisphère nord, et en 6 mois dans l'hémisphère sud, il a fait en 1 an le tour de la planète à peu près. Donc ce qu'on voit à partir de, voilà, on est au mois d'avril, hein, avril de cette année, on voit que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, hein, avec en particulier dans l'hémisphère nord, qui est beaucoup plus carboné que l'hémisphère sud. Donc les sources d'émissions sont dans l'hémisphère nord, et puis dans l'hémisphère sud, il y a surtout un océan. Et cet océan, il a cette capacité incroyable, en fait, de capturer le carbone, une partie du carbone que nous, humains, émettons dans l'atmosphère, que nos activités humaines émettons dans l'atmosphère. Et l'océan en capture à peu près 20%. Sur 100 molécules de CO2 émises dans l'atmosphère par nos activités, l'océan en prend à peu près 20%. Merci l'océan, parce qu'autrement, la concentration serait plus grande dans l'atmosphère, et la température serait plus élevée.
on est au mois de juillet ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'hémisphère nord a perdu une grande partie de son carbone. Et ça, c'est grâce à la végétation. C'est la photosynthèse, donc à partir du mois de mai-juin, capture du CO2 par la végétation. Donc il y a une baisse forte de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. La végétation capture à peu près 30% des émissions de CO2 atmosphériques. Donc océan plus végétation sont des puits de carbone qui en fait modulent l'influence humaine sur le climat, mais modulent de façon invisible. Dans l'océan, 20% du CO2 pénètre dans l'océan, ce qui conduit à une acidification de l'océan, donc un impact sur les écosystèmes qui sont importants. Je vous ai dit aussi que l'océan capture 90% de l'excès d'énergie que ces émissions de carbone induisent. Réchauffement de l'océan, réchauffement profond, ce qui affecte également les écosystèmes. Et puis on se retrouve ici au mois de novembre avec de nouveau une accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Et quand on compare le 1er janvier d'une année avec le 31 décembre d'une autre année, on a à peu près 2 à 3 parties par million. C'est cette unité barbare qui mesure les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc le CO2 dans l'atmosphère s'accumule. Si l'on regarde dans le temps, ici vous avez une autre animation qui vous montre l'évolution de la concentration de CO2, donc c'est des parties par million. Hein. Si vous avez un compteur, on est en 1984, et puis une petite horloge saisonnière là, qui tourne, et puis vous voyez au fur et à mesure des années, c'est ce que je vous dis. Donc les points ici représentent les points de mesure sur l'ensemble du globe. Ici c'est le point de mesure principal qui est, enfin une mesure sur lequel on a des mesures depuis 1958, c'est de Mauna Loa à Hawaï, en plein milieu du Pacifique. Et ici, un point antarctique, la base de Vostok. Donc, sur ce graphe-là, ici, vous êtes en Antarctique, 90 degrés sud. Ici, vous êtes au niveau d'Hawaï. Et puis, chaque point représente un point de mesure ici. Vous voyez les années qui défilent. Et donc, vous voyez le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Avec cette respiration, en fait, chaque printemps, une baisse du CO2 dans l'hémisphère nord, qui est due à la végétation. Et le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Si l'on regarde ici, si l'on intègre le CO2 sur l'ensemble, si l'on prend la mesure ici de Mauna Loa, et si l'on regarde depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, on a une augmentation du CO2 de l'atmosphère qui est continue avec ces petits aiguilles là qui correspondent à la respiration de l'atmosphère. Et puis on va arriver en 2020 et on va remonter dans le temps. À partir de mesures indirectes du CO2 dans l'atmosphère qui viennent donc de l'analyse des petites bulles de glace dans les carottes, des petites bulles d'air emprisonnées dans les carottes au niveau de l'Antarctique, carottes de glace de l'Antarctique et puis du Groenland. On remonte dans le temps, et puis l'ère pré-industrielle, elle est là, ici, de 1978. On remonte encore un petit peu plus dans le temps. Voilà, 800 000 ans, 10 000 ans. Vous voyez, on est ici aujourd'hui. Hein. Là, ça défile l'histoire de la Terre sur les derniers 800 000 ans. 100 000 ans, on avait un petit pic de CO2, puis on remonte. Voilà. Donc quand je vous dis qu'on est en train de vivre une rupture par rapport au cycle naturel du climat, le cycle naturel du climat, c'est celui-là. Sur les derniers 800 000 ans, voilà. C'est ici, on est là. Voilà. Donc par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850, le CO2 a augmenté à peu près de 50% depuis cette époque-là. Donc aujourd'hui, l'atmosphère que je respire, que vous respirez, que nous respirons, est l'atmosphère le plus carbonée de notre espèce humaine. Homo sapiens, 300 000 ans à peu près. Donc la concentration du CO2 est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Si l'on regarde d'autres indicateurs, le niveau de la mer, la montée du niveau de la mer est la plus rapide depuis au moins 3000 ans. Le recul des glaciers à l'échelle globale de la planète est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Et le réchauffement global au niveau de la Terre, on va faire un petit focus là-dessus parce que c'est lui qui va nous intéresser. On va le regarder sur différents aspects, sur 2000 ans et puis sur 100 000 ans. Donc ici, vous avez sur ce graphe-là un indice. Décidément, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. Voilà. Vous avez un indicateur qui vous montre l'évolution de la température globale de la planète de l'année 1, enfin, ou de l'année, il y a 2000 ans, on va dire, hein, jusqu'à aujourd'hui, par rapport à une période de référence. Dans notre période de référence, c'est 1850-1900.
toujours besoin d'une période de référence pour la climatologie. Donc c'est celle-là, avec deux types de graphes, enfin deux types d'indicateurs. Un indicateur ici noir qui correspond à la température, à l'évolution de la température mesurée à partir des thermomètres. Donc c'est des mesures directes de la température, des mesures instrumentales. Et ensuite ici on a une reconstruction de la température globale de la planète à partir de ce qu'on appelle les archives climatiques, c'est-à-dire les milieux qui ont enregistré le climat au moment où ils se sont formés. Donc les carottes de glace, les scènes d'arbres, les carottes sédimentaires, etc., etc. Donc aujourd'hui on est ici, on est 1,1 degré plus chaud que l'ère pré-industrielle, et on voit que le climat s'est réchauffé à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans à partir de ces reconstructions. Si l'on se focalise sur la dernière décennie, donc la dernière décennie est 1,1 degré plus chaude que l'ère pré-industrielle, et si l'on remonte dans le temps, la dernière période où on a eu des températures globales de la planète aussi chaudes, c'était autour de 125 000 ans, où la température globale était à peu près du même ordre de grandeur, à 1,1 degré. Comme était un festival d'astronomie, j'ai rajouté cette slide que je ne présente pas d'habitude, mais c'est toujours quand même très intéressant de voir, de comprendre que le climat, évidemment, il a évolué, hein, il a fluctué de manière totalement naturelle, dû à des facteurs qu'on appelle les facteurs astronomiques, ou les paramètres orbitaux, hein, qui sont représentés ici, les trois paramètres orbitaux principaux qui conditionnent l'évolution du climat. Donc vous avez vu sur les derniers 100 000 ans, les derniers millions d'années, il y avait des moments où les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, où la température était un petit peu plus chaude. Donc ça correspondait à des moments où les paramètres astronomiques favorisaient en fait des conditions chaudes sur la planète, et qui alternent donc, on appelle ça des périodes interglaciaires, et qui alternent avec des périodes glaciaires, des périodes froides. Tout ça est piloté par des facteurs donc naturels, en particulier les changements dans l'excentricité de l'orbite terrestre, hein, qui est plus ou moins ovale ou circulaire, les changements dans l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et des changements dans les précessions, et la combinaison de ces trois fait une alternance entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Alors évidemment, on est obligé de tenir compte de ces paramètres pour comprendre l'évolution du climat, et quand on s'intéresse à la dernière décennie, donc 2010-2019 qui a été évaluée dans le GIEC, le 1,1 degré, et qu'on essaye d'attribuer, et qu'on attribue le réchauffement observé aux différents facteurs, on voit que les fluctuations naturelles du climat, le soleil, le soleil c'est l'énergie qui vient du soleil, puis également les volcans dont je n'ai pas parlé, hein, ces fluctuations naturelles du climat sont négligeables par rapport à l'influence humaine. Cette influence humaine est égale au réchauffement observé, et on en conclut dans ce dernier rapport du GIEC que l'intégralité du réchauffement observé sur la décennie 2010-2019 est due aux influences humaines. Pas 10%, pas 50%, pas 80%, l'intégralité du réchauffement est due aux activités humaines. Et en particulier donc, au CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, comme je vous l'ai dit, mais également à d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane. Et tout ça est partiellement compensé par les petites particules, hein, que nos activités émettent, ce qu'on appelle les aérosols, et qui jouent le rôle de parasol pour le Soleil, et qui diminuent un petit peu la température globale de la planète. Mais sur l'ensemble, 100% du réchauffement est lié aux activités humaines. Alors ce 1,1 degré de réchauffement, il a des impacts majeurs, en particulier sur les événements extrêmes. Donc les événements extrêmes sont aujourd'hui plus probables, plus intenses. Ils sont dus à l'influence humaine. Et ce 1,1 degré, 1,2 degré aujourd'hui de réchauffement, en fait, on peut le considérer comme un avant-goût de notre climat futur, hein, qui est très impactant quand on regarde les événements extrêmes. Alors ici, 4 événements extrêmes dont les changements sont attribuables à l'influence humaine. Les chaleurs extrêmes, donc les canicules terrestres, mais évidemment aussi les canicules marines, qui affectent énormément les écosystèmes. Aujourd'hui, par rapport à 1850, elles sont 3 fois plus probables et elles sont plus intenses. Les fortes précipitations sont 30% plus probables et plus intenses. Les sécheresses dans certaines régions augmentent fortement. Et évidemment, l'ensemble conduit à des conditions météorologiques propices aux incendies qui sont beaucoup plus fréquentes, et en particulier à l'émergence de ce qu'on appelle les méga-feux. Alors tout ça, ce n'est pas un paysage lointain, hein, ce n'est pas les pays du Sud, ce n'est pas non plus demain, c'est vraiment aujourd'hui. Le changement climatique nous impacte, on est en train de le vivre. Pour vous montrer, je prends ici l'exemple des vagues de chaleur qui est d'actualité, hein, sur la France, où ce graphe vous montre en fait l'évolution des vagues de chaleur. Alors une bulle représente une vague de chaleur, on est en 1930 ici, 2020
2022 ici. Chaque bulle représente une vague de chaleur avec son année. Et puis sur cet axe-là, vous avez l'intensité de la vague de chaleur. Hein, et la taille de la vague de chaleur correspond à la sévérité, c'est-à-dire une combinaison entre intensité et durée de vague de chaleur. Donc vous avez une grosse bulle ici, qui est la vague de chaleur de 2003, hein, qui a été d'intensité très importante et qui a duré assez longtemps, hein, qui a conduit à 15 000 morts en France, hein, 70 000 morts en Europe. Et puis vous avez 3 petites bulles, ouais, cette année. Donc cette année, mois de juin, mois de juillet, et puis la dernière qu'on est en train de vivre, on parle de 4e canicule. En fait, la canicule s'est jamais arrêtée. On en est encore à la 3e. Hein. La 3e qui va être très proche en fait de celle de 2003 en termes de durée. Et si l'on partitionne en fait cet indicateur qui vient de Météo France, donc qui représente les canicules sur la France, donc qui commence en 1947 et puis qui finit aujourd'hui, si on le partitionne en deux, hein, aujourd'hui, on a 4 fois plus de canicules, hein, sur les 35 dernières années, si on prend cet indicateur qui couvre à peu près 70 ans. Hein. Donc la France, en fait, les changements de canicule en France sont représentatifs de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc, et pour la première fois, hein, 3 la même année, 3 en 2022. Donc cette année, en fait, peut être vraiment considérée comme un avant-goût du climat futur. Alors, un voyage sans retour, parce que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et en territoire inconnu, voilà, parce qu'on est dans une rupture par rapport à la variabilité naturelle. Et ce que montre le dernier rapport du GIEC aussi, c'est qu'on est vraiment dans une période cruciale, parce que l'ampleur des changements de demain dépend des choix et des actions d'aujourd'hui. Et ça, je vais vous le montrer maintenant, où je vais parler des possibles futurs climatiques, parce que nous avons le futur climatique de la Terre entre les mains. Alors comment fonctionne, comment peut-on se projeter dans le futur? En fait, ce que la communauté des climatologues, alors pris au sens large, hein, fait, ce sont des scénarios. Des scénarios, ce sont des narratifs socio-économiques systémiques qui prennent en compte, donc moi je les appelle des faits sociétés mondiales, avec des hypothèses de démographie, de géopolitique, d'économie, de finance, de développement, de technique, etc. etc. Et on a fait, pour ce dernier rapport du GIEC, 5 grandes familles de scénarios. Alors là, je pense que vous n'y voyez rien, je fais juste un zoom sur 2 familles. Une famille qu'on appelle, c'est notre jargon, ça, les SSP, SSP2, SSP3. 2 familles, alors je vais me focaliser peut-être sur celle-là, peut-être pas par hasard. Une famille qui se base sur la résurgence des nationalismes, le développement économique lent, persistance des inégalités, des conflits régionaux, pays guidés par des préoccupations en matière de sécurité et de compétitivité, faible priorité internationale pour la protection de l'environnement qui se dégrade fortement dans certaines régions. Vous voyez, c'est un faire société mondiale, c'est un narratif société mondiale, et ce qu'on fait, c'est qu'on le traduit en émissions de gaz à effet de serre, ce narratif de société mondiale, donc le numéro 3, là, qui est celui-là, qui est celui-ci. Donc ici, sur ce graphe-là, vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, toujours pareil, en milliards de tonnes dans l'atmosphère, hein, 40 milliards de tonnes, c'est à peu près où on était en 2020, on est à peu près par ici. Et le scénario que je viens de vous décrire, il se caractérise par une hausse des émissions de gaz à effet de serre, hein, jusqu'à la fin du siècle. Ici, on est en 2100. On a d'autres scénarios, le scénario SSP1 et SSP2, qui tendent à diminuer fortement, surtout le SSP1, diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone vers 2050-2060. Neutralité carbone, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune molécule de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Si on en émet un petit peu, on est capable de compenser, hein, nos émissions, et on arrive à cette neutralité carbone, voire ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'on a la technologie ou un usage des sols qui nous permet de capturer du carbone de l'atmosphère et de diminuer sa concentration. Donc une fois qu'on en tire donc ces émissions de gaz à effet de serre, 5 scénarios illustratifs, et ces scénarios illustratifs nous sont donnés à nous, communauté climatologues, nos géophysiciens, pour déterminer quels sont les changements climatiques associés. Donc vous avez ici sur ce graphe l'évolution de la température globale de la planète, ici depuis 1950, on est en 2015, bon, ça s'arrête ici, on est à peu près 1,1 degré, comme je vous disais, avec une augmentation de la température. Et puis ensuite, on a ce panache des possibles, hein, qui est associé à ce panache des possibles, donc à ces 5 scénarios
illustratifs qui sont évalués dans le GIEC, mais qui masquent en fait des centaines de scénarios d'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on va d'un réchauffement autour de 1,5 degré pour cette famille de scénarios qui caractérise par une diminution des émissions de gaz à effet de serre massive, jusqu'à à peu près 4-5 degrés pour des scénarios très élevés d'émissions de gaz à effet de serre. Alors si on regarde sur le court terme, le seuil de 1,5 degré sera franchi au cours de la décennie 2030. Ce seuil de 1,5 degré, j'insiste dessus un petit peu parce qu'il est dans l'accord de Paris, qui vise à diminuer, à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés. Donc ce seuil de 1,5 degré, il sera franchi avant 2040, quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que même si on diminue nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui de manière drastique, ce seuil de 1,5 degré sera franchi. Et donc, il va être nécessaire de s'adapter. Vous voyez qu'à 1,1 degré, on a déjà des changements des événements extrêmes. Vous imaginez 1,5 degré. Le seuil de 2 degrés sera franchi, selon ces scénarios, si on n'arrive pas à la neutralité carbone au XXIe siècle. Et il sera franchi vers 2050 à peu près. Donc, la seule manière de diminuer les émissions, de stabiliser la température de la planète, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, ce n'est pas celle du greenwashing qu'on entend partout. Un aéroport ne peut pas être neutre en carbone. La neutralité carbone, elle est à l'échelle globale, ou à l'échelle, on pourrait dire, d'un pays ou d'un continent. Et ce n'est pas un slogan ni politique, et ce n'est pas non plus un défi technologique. C'est une contrainte géophysique pour stabiliser la température globale de la planète. Et tout ça parce que c'est le cumul du CO2 qui compte pour le niveau de réchauffement global. Donc, en fait, on n'a pas le choix. C'est la seule solution, elle est non négociable pour limiter le changement climatique. Il faut arriver à cette neutralité carbone. Ce qui est important de voir, c'est que le réchauffement additionnel des prochaines années, des prochaines décennies, il n'est pas lié à ce qu'on appelle l'inertie géophysique. Moi, souvent, j'utilisais, il y a une dizaine d'années, j'utilisais l'image d'un gros paquebot. Le système climatique était un paquebot qui, avant de rentrer dans le port, pour ne pas se cracher, devait arrêter ses moteurs, parce qu'il y avait une certaine inertie dans ce paquebot-là. Ce qu'on montre dans ce nouveau rapport du GIEC, en fait, c'est que l'inertie géophysique est très faible. Donc, vous allez me dire pourquoi on franchit le 1,5 degré si l'inertie géophysique est très faible. Tout simplement parce qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone avant 2050 ou 2060 dans le meilleur des scénarios. Donc, le réchauffement futur, en fait, est dû à l'inertie des sociétés humaines pour atteindre la neutralité carbone. Parce qu'on montre que si on arrête d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, du jour au lendemain, on a fait des expériences dédiées pour ça, on montre que la température globale et les extrêmes climatiques se stabilisent immédiatement. D'autres indicateurs continuent à évoluer, évidemment. Le niveau de la mer continue à augmenter parce que l'océan stocke 90% de la chaleur, donc il se dilate, les glaciers continuent à fondre. Donc le niveau de la mer va continuer à monter pour des millénaires, pour des milliers d'années. Par contre, la température globale de la planète et les extrêmes se stabilisent très rapidement. Donc en fait, on peut résumer les deux parties que je vous ai présentées comme intégralement responsables du passé, intégralement responsables du futur. Donc ce futur-là, quel sera-t-il? Quel futur écrivons-nous? Alors, ici, je reprends toujours le même graphe qui correspond aux émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc 40 milliards de tonnes pour le CO2, on rajoute à peu près 10 milliards de tonnes en CO2 équivalent pour les autres gaz à effet de serre. Et vous avez sur ce graphe-là l'évolution de 2010 jusqu'à 2050 et différentes courbes. Les noirs, ce sont les observations, donc on est parti par ici. Donc ce que montre ce graphe, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont records sur la dernière décennie. Ce que montre aussi ce graphe-là, ce sont les trajectoires qu'il faudrait suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, le réchauffement à 2 degrés, le réchauffement à 2 degrés avec un petit dépassement au milieu du siècle, et puis ici, les politiques publiques en place. Donc ce que nous montre ce graphe, c'est que des actions pour le climat montent en puissance et nous ont fait décrocher en fait des scénarios les plus émetteurs. On est plutôt sur une stabilisation. Mais ce qu'on montre, c'est que cette stabilisation, elle est complètement incompatible. C'est une sortie de route pour respecter les accords de Paris. Et les politiques publiques actuelles,
sont insuffisantes et elles nous amènent vers une trajectoire de 3,2 degrés environ à à l'horizon de 2100. Donc pour limiter le réchauffement climatique, eh ben, il faut amplifier les progrès, bien évidemment. Il faut dépasser les défis et faire sauter les verrous. Avec donc, la double injonction que l'on a aujourd'hui, c'est celle d'agir sur les causes du changement climatique. On appelle ça l'atténuation, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer l'artificialisation, la déforestation, enfin, arrêter la déforestation, et les conséquences du changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation. Et ce que montre aussi le graphe précédent, c'est que les changements incrémentaux qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui ne suffisent plus, et seul un changement fondamental et structurel, immédiatement, soutenu dans le temps, dans tous les aspects de la société, permettra de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés. Je vais passer sur celui-là. Alors, chaque tonne de CO2 compte, parce que je vous ai dit que c'est le cumul du CO2 dans l'atmosphère. Et là, je vais vous montrer que chaque fraction de degré compte. Alors, on n'a pas les chiffres, on n'a pas encore les études sur les canicules de 2022. On a des chiffres intéressants sur la canicule de juin 2019 et la mise en contexte de cette canicule dans un climat qui se réchauffe. Donc, en juin 2019, on a eu, cette canicule a donné lieu au record de température en France, 46 degrés ici dans le Roussillon, a grillé totalement certaines cultures. La probabilité que cette canicule arrive avec un réchauffement de 1,1 degré était de 1 sur 50. Donc imaginez un dé à 50 faces, la face 50 c'est canicule. Au mois de mai, le 1er mai, vous tirez ce dé, vous avez une chance sur 50 de tomber sur la face canicule. À 1,1 degré de réchauffement aujourd'hui. À 1,5 degré de réchauffement, votre dé n'a plus que 10 faces. À 2 degrés, il n'a plus que 4 faces. Donc une chance sur 4, c'est quasiment la normalité. Et ça veut dire qu'à vers 2 degrés, des intensités proches de 50 degrés, qui sont les canicules de ce moment-là, les très grosses canicules de ce moment-là, sont possibles à un niveau de réchauffement global qui est relativement bas, le bas étant 2 degrés. Donc chaque fraction de degré compte. Vous voyez bien ici que sur les événements extrêmes, on passe d'un événement rare à un événement quasi normal, avec 1 degré de réchauffement. Alors tout ça donc, conduit à des risques qui sont croissants et qui sont menaçants. Et je tire ici 3 phrases du rapport, du résumé décideur du groupe 2 du GIEC, dont Wolfgang va ensuite parler sur les aspects plutôt biodiversité. Dans ce résumé du deuxième volet du rapport du GIEC, donc qui porte sur les impacts et l'adaptation au changement climatique et les vulnérabilités des écosystèmes et des sociétés humaines, le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Chaque mot compte dans un résumé au décideur, parce qu'il a été discuté âprement. Environ la moitié de l'humanité vit dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et tout retard supplémentaire vis-à-vis d'une action mondiale et concertée nous fera manquer la brève fenêtre d'opportunité, voilà, que nous avons pour assurer un avenir viable. Donc tout retard supplémentaire, action immédiate, l'action doit être immédiate, mondiale et concertée, derrière il y a le mot solidarité, brève fenêtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, un avenir viable. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans un monde inconnu et avec des risques qui sont très importants au-delà d'un certain niveau de réchauffement. Je pense que je vais passer sur ça. Juste pour donc au niveau des risques, donc non, je vais revenir. Les risques climatiques, alors les risques climatiques en fait se définissent comme l'intersection de 3 facteurs. Donc l'aléa climatique, ou le déterminant des risques liés au changement climatique, par exemple la canicule ou la sécheresse que nous vivons, fait partie de cette aléa climatique. L'exposition, c'est-à-dire est-ce que des écosystèmes ou est-ce que des sociétés sont exposées à cette aléa climatique. Bon, pour la sécheresse et la canicule, nous sommes à peu près la moitié de la population française est exposée à ces risques-là de manière directe. Est-ce que nous sommes vulnérables à cet aléa? Je pense que nous sommes très vulnérables, en tout cas sur les sécheresses et les canicules, nous sommes très vulnérables, ce qui conduit ces 3 cases sont cochées, qui conduisent en fait à l'émergence d'un risque climatique, avec un 4e qui, face à ce risque-là, qui correspond à la réponse en fait, de nos sociétés face à ces risques,
et qui rajoute en fait un risque additionnel si on répond mal à ces risques-là. Donc ce risque additionnel contribuerait à accroître en fait le risque initial. Et on parle de maladaptation ou de franchissement des limites de l'adaptation ou des pressions des terres qui peuvent conduire à une réponse qui va augmenter les risques initiaux. Alors si l'on regarde sur l'Europe, les risques, il existe 4 risques clés si on considère donc les futurs climatiques, et on les représente par ces espèces de mèches là qui sont incandescentes, avec le niveau d'incandescence qui correspond au niveau du risque, donc très élevé pour les couleurs violettes. En fonction ici, l'échelle représente ici le niveau de réchauffement, donc on est aujourd'hui à 1,1 degré à peu près, 4 degrés sur le sommet de ces mèches-là. Donc il y a 4 risques principaux au niveau de l'Europe: les risques liés aux extrêmes chauds, les risques liés à la perte, aux pertes de rendement agricole, les risques liés aux pénuries d'eau et les risques liés aux inondations. Et on voit que en fait, ces risques-là deviennent élevés au-dessus de ce seuil de 2 degrés, et ils concernent en fait l'ensemble. Ça devient des risques systémiques dans la mesure où ils affectent l'ensemble des secteurs en même temps, potentiellement en même temps. Un zoom particulier que j'ai rajouté pour aujourd'hui sur le risque sécheresse. Ce qu'on montre dans le rapport du GIEC, c'est que l'aridité est fortement augmentée en raison de l'augmentation de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, en fait, c'est cette eau qui s'évapore en fait du sol et de la végétation et qui permet de diminuer la température. Donc il y a une augmentation de l'évaporation, donc une perte d'humidité des sols qui accentue l'aridité. Et on voit ici les zones, les hotspots, les zones à forte vulnérabilité, qui sont le pourtour méditerranéen, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ici, en particulier donc les climats, ce qu'on appelle les climats méditerranéens, et puis évidemment l'Amazone ici qui est liée qui est vulnérable aux sécheresses. Avec un zoom ici sur la France, comme chaque fois, où ce que je vous montre ici, ce sont les diminutions ou les changements attendus de précipitations et de débit de rivière pour un été, pour des étés pour un réchauffement global de 3 degrés. Donc on se place ici plutôt vers les années 2060-2070 pour la France. Donc ce qu'on voit ici sur cette carte-là, ce sont les changements de précipitations avec en rouge une diminution en été, avec en rouge une diminution des précipitations de l'ordre de moitié, surtout le pourtour méditerranéen, et ici dans le Gers, entre 25 et 30%. Ce qui conduit à une diminution des débits d'une manière considérable, en particulier sur toutes les rivières qui viennent ici des Pyrénées, avec une diminution des débits qui est de l'ordre de 50%. Dans la mesure où il y a une baisse des précipitations, une évaporation qui est beaucoup plus forte en climat plus chaud et qui est en grande partie responsable des changements sur les débits, avec des conséquences sur les ressources en eau, bien évidemment. Donc des tensions sur l'agriculture, 5 minutes, oui, sur l'énergie, sur l'eau potable, et tout ça de manière totalement systémique. Et pourtant, les solutions existent. Les solutions existent, elles existent dans tous les secteurs et elles sont disponibles dès maintenant. Et c'est ce que nous montre le dernier volet du rapport du GIEC, et elles permettraient de diviser les émissions par 2 d'ici 2030. Alors vraiment dans tous les secteurs, énergie, usage des sols, etc. Et je vais me focaliser, il va y avoir une présentation sur les transports, moi je vais me focaliser sur ce qu'on appelle les demandes et les services. Les demandes et les services qui ont un potentiel énorme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec en particulier, je vais passer sur ça, avec en particulier un levier important qui est le levier de la sobriété. La sobriété qui nous permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70%. Alors la sobriété, ce n'est pas les petits gestes. Ce n'est pas les petits gestes qui font porter la seule responsabilité de la diminution sur le consommateur final ou sur les individus que nous sommes. Ce n'est pas non plus les politiques d'austérité. Politique d'austérité, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas la sobriété qui est en train de se mettre en place. C'est une politique d'austérité qui est subie et qui est rendue nécessaire par la pénurie des ressources, mais qui ne vise pas une transformation systémique. La sobriété, telle qu'elle est définie dans le rapport du GIEC, c'est l'ensemble des politiques
des mesures et des pratiques quotidiennes qui évitent des demandes d'énergie, de matières premières, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être dans les limites planétaires. Chaque mot compte. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec éteindre la lumière ou fermer le robinet quand on se lave les dents. La sobriété, elle peut se décliner de manière dimensionnelle. Donc, par exemple, la mise sur le marché de produits qui correspondent aux besoins des citoyens. Peut-être pas des SUV avec 4 tonnes de poids. La sobriété coopérative, donc en mettant en œuvre une organisation collective pour favoriser la mutualisation des services essentiels. Et évidemment, la sobriété d'usage, par exemple l'élimination de l'obsolescence programmée. Donc en fait, on voit ici qu'on est en phase d'enjeux de transformation. Des transformations de nos infrastructures collectives, de nos institutions, et évidemment des changements socio-culturels pour in fine transiter vers des modes de vie bas carbone. Et tout ça, le défi qui nous attend, ce sont des défis de transformation qui sont absolument nécessaires, mais par des politiques d'urbanisme, par des politiques collectives d'investissement dans les infrastructures, des politiques fiscales, des nouvelles normes techniques qui nous permettent donc d'atteindre cette neutralité carbone. Sachant que ce que montrent aussi les diverses études, c'est que technologie et innovation sont absolument indispensables, mais elles aideront, mais seules, elles ne suffisent absolument pas. On ne peut pas compter sur la technologie pour... il faut d'abord diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et elle nous aidera pour ce qu'on appelle les émissions résiduelles pour atteindre cette neutralité carbone. Et puis, évidemment, il y a des co-bénéfices à limiter le changement climatique. Des co-bénéfices sont partout. Co-bénéfices en matière d'amélioration de qualité de l'air, co-bénéfices en matière de santé publique. Et il y a des synergies entre les leviers environnementaux et sociaux qui favorisent les objectifs également de développement durable. Parce que derrière ces enjeux climatiques, il y a des enjeux de réduction de pauvreté, de faim, des inégalités et de perte de biodiversité. Donc, Wolfgang va vous parler plus tard. Donc, mon dernier slide, c'est une fois que avant-dernier, une fois que je vous ai raconté tout ça, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Et pour cela, il faut comprendre vraiment les leviers et les obstacles à l'action, et puis il faut essayer de les surmonter. Alors là, j'ai fait un petit listing de ces obstacles. Ce qu'on appelle le déficit de littératie climatique, c'est-à-dire le fait d'être conscient vraiment du changement climatique, de ses causes et de ses conséquences, et de cette approche systémique. Donc là, il y a des enjeux d'éducation. Cette perception de l'urgence climatique à agir, qui souvent n'est pas là. Absence d'anticipation et de planification. Alors, anticipation, un bel exemple, la sécheresse. Vous avez le ministre de la transition écologique qui vient de dire devant les micros qui n'est pas là pour jouer, pour être alarmant, hein, et que ce qu'on est en train de vivre n'est pas un exercice ou une simulation. Voilà, l'anticipation, c'est zéro. Hein, face à des risques qui sont... enfin, zéro, j'exagère, hein, mais face à des risques qui sont connus depuis bien longtemps. Des effets de verrouillage par les choix politiques antérieurs, hein, les ressources financières qui sont dédiées vers des infrastructures qui émettent toujours des émissions de gaz à effet de serre, une faible volonté politique et de leadership des institutions, des rapports de force entre des intérêts particuliers et puis l'intérêt général, en particulier le poids des lobbies, et puis quelque chose sur lequel on va revenir, la désinformation aussi liée au climat qui s'intègre dans la sphère des post-vérités. Donc les médias ont un rôle important, les réseaux sociaux ont un rôle important dans cette désinformation. L'émergence de ce qu'on appelle le climato-rassurisme. Hein, aujourd'hui, le problème n'est plus nié, il n'y a plus de climato-sceptiques. Hein. Quand on voit les canicules, quand on voit tout ce qui se passe, il n'y a plus de climato-sceptiques. C'est difficile d'être climato-sceptique. Donc le problème n'est plus nié, mais il est minimisé. Et puis en pensant derrière que de toute façon tout ça se résoudra par l'innovation technique, et puis parce que c'est pas si grave, parce que l'homme s'est toujours adapté. Vous voyez les arbres, vous sortez dehors, vous regardez si les écosystèmes se sont toujours adaptés à ce niveau de réchauffement. Et vous voyez aussi certaines sociétés humaines aujourd'hui qui sont en très grande souffrance face aux impacts qui sont déjà croissants. Et puis évidemment le poids des habitudes et l'aversion des changements, on les a tous, je les ai, vous les avez. Nous les avons en termes sociétaux aussi. Et
c'est cette aversion au changement et puis à l'émergence de nouveaux narratifs. Hein. On est rassuré par notre passé, alors que nous vivons vraiment une rupture et le climat de nos grands-parents ne sera pas le climat de nos enfants. Donc, tout ça pour vous dire au final que le changement climatique, c'est pas trop un problème scientifique, hein, ni un problème technique, c'est un problème politique. Hein. C'est un problème politique, c'est un problème de faire société, c'est un problème de relations vivantes, c'est un problème de relations au commun. Et le changement climatique, aujourd'hui, nous impose de la lucidité. Hein, le déni de gravité n'est plus une option. De l'honnêteté. On ne négocie pas avec le climat. Hein, les tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère ne sont pas des chiffres dans un fichier Excel. Hein, on ne peut pas les bouger. Hein, on ne peut pas jouer sur ces indicateurs-là comme on joue sur certains indicateurs économiques. Chaque tonne de CO2 additionnel contribue à un réchauffement additionnel, contribue à un risque additionnel, contribue à une souffrance additionnelle, contribue à des morts à la fin. Donc, lucidité, honnêteté, du courage dans le sens où il faut peut-être abandonner des politiques pour lesquelles on s'est battu, ou des infrastructures pour lesquelles on s'est battu depuis longtemps, parce qu'elles ne sont pas plus du tout compatibles avec les accords de Paris. Il faut du courage aussi pour transiter vers des nouveaux modes de vie. Et puis il faut bien évidemment de l'éthique et de la solidarité, dans la mesure où sans ces deux valeurs-là, sans la diminution des inégalités, sans la notion de justice sociale et justice climatique, à l'échelle locale et à l'échelle mondiale, il est clair qu'on ne s'en sortira pas. Donc au final, on est face à des enjeux qui sont démocratiques. Et là, j'ajoute une réflexion personnelle. Hein. Pour moi, aujourd'hui, l'inaction et vraiment les transformations cosmétiques et non structurelles que l'on vit, que l'on adopte, considérant la clarté des faits scientifiques que je viens de vous montrer, pour moi, je les considère aujourd'hui comme irresponsables, dans la mesure où les faits scientifiques sont clairs, et maintenant, il faut vraiment agir. Les incertitudes sont vraiment minimes, on ne peut plus se cacher derrière ce mot-là. Donc, quand on est dans le déni du risque, on est dans l'irresponsabilité. Merci.